Un salut cordial à tous. Je venais tout juste de recevoir les 4 clés de mon appartement nouvellement acquis lorsque, soudain, mes beaux-parents s'en sont emparés et se les sont répartis entre eux. Je n'ai pas dit un mot. Une semaine plus tard, alors qu'ils s'apprêtaient à emménager avec un grand enthousiasme, ils sont restés paralysés en voyant les scellés judiciaires collés sur la porte. Le vent glacial du massif central s'infiltrait par la fente d'une fenêtre encore mal isolée, apportant avec lui la fraîcheur de Noël qui approchait et le parfum des fleurs des étals de rue. Je restais silencieuse sur le balcon du 18e étage, serrant fermement la froide rambarde en métal. Mes yeux étaient fixés sur le paysage éblouissant de Paris, qui s'illuminait peu à peu, mais mon esprit s'envolait vers le passé. En repensant aux jours de sacrifice, devant moi s'étendait un appartement luxueux dans un complexe urbain moderne, un lieu qui, quelques jours auparavant, semblait être un rêve lointain, une aspiration ardente pour laquelle j'avais payé de ma jeunesse, de ma sueur et de mes larmes. C'était mon foyer, un spacieux appartement de 3 chambres avec un salon inondé de lumière naturelle et une cuisine moderne ouverte. Son prix était de 700 000 €, une somme colossale pour n'importe quel employé moyen et un fardeau encore plus lourd pour une femme d'un village d'Auvergne venue chercher fortune dans la capitale. Pour y parvenir, j'avais dû économiser jusqu'au dernier centime. Pendant 7 ans, je ne me suis pas permis d'acheter un rouge à lèvres coûteux. Je n'ai pas voyagé vers des destinations exotiques. Et même le déjeuner au bureau était toujours une gamelle avec du riz et un petit quelque chose en plus pour économiser 10 ou 15 € par jour. Je me suis souvenu de l'appel avec mes parents la veille au soir. La voix de mon père tremblait à l'autre bout du fil quand je lui ai raconté que j'avais enfin terminé le processus pour mettre la propriété à mon nom. Mes parents, de simples agriculteurs d'Auvergne, avaient vendu la dernière parcelle de terre héritée et rassemblé toutes leurs économies de retraite, qui s'élevaient à 160 000 €, pour me les envoyer. Mon père a dit qu'ils avaient assez souffert et que leur seul souhait était que j'aie ma propre maison pour ne pas avoir à dépendre de personne. Ces 160 000 €, ajoutés à toutes mes économies et aux prêts hypothécaires de la banque, que je payais religieusement chaque mois, constituaient le montant total de cet appartement. Pas un seul centime ne provenait de la famille de mon mari. Lucas, mon époux, s'est approché de moi, m'a entouré de son bras et un large sourire s'est dessiné sur son visage séduisant, qui paraissait plus jeune que ses 35 ans. Lucas a regardé autour du salon vide, la voix pleine d'émotion. « Tu vois ça, Chloé ? Enfin, nous avons notre propre chez nous à Paris. Mes collègues vont mourir d'envie quand ils l'apprendront. Quel plaisir ce sera de boire un verre de vin ici en regardant les feux d'artifice du Nouvel An. C'est génial. » Je me suis tourné vers mon mari. Dans les yeux de Lucas, je ne voyais que de la joie pure, un bonheur si innocent qu'il frisait l'inconscience. Il n'a pas mentionné une seule fois les nuits que j'ai passées éveillé à travailler sur des projets supplémentaires, ni le sacrifice de mes parents se séparant de leur plus grand patrimoine. Pour Lucas, cet appartement était comme un cadeau tombé du ciel, quelque chose de naturel et facile à obtenir. Lucas était un homme bon, mais sa bonté s'accompagnait de faiblesse et d'une dépendance totale envers sa mère depuis l'enfance. Il était fonctionnaire avec un salaire modeste qui suffisait à peine pour ses cafés et l'essence de sa voiture. Bien loin de pouvoir être le pilier d'une famille ou d'acheter un bien immobilier de plusieurs centaines de milliers d'euros. Lucas, ce soir au dîner de famille, souviens-toi de ce que je t'ai demandé. Cet appartement, c'est moi qui l'ai géré et mes parents m'ont aidé. Ne dis rien qui puisse laisser entendre à ta mère que cela vient de notre argent commun. D'accord ? Je veux juste éviter les problèmes. Lui ai-je rappelé calmement, essayant de ne pas gâcher sa fête, mais j'avais besoin d'être prudente. Lucas a levé la main et a ri. Ah, ce que tu es paranoïaque. Maman est âgée, elle comprendra. De toute façon, la maison de l'épouse est aussi la maison de l'époux. C'est à nous deux. Ne sois pas si strict, ça gâche les relations. Aujourd'hui est un jour heureux. Souris un peu. Les mots « la maison de l'épouse est aussi la maison de l'époux » ont provoqué une inquiétude inexplicable dans ma poitrine. Je n'étais pas égoïste avec mon mari, mais je connaissais parfaitement le caractère de ma belle-mère. Monique était une femme astucieuse, dominatrice et voulait toujours tout contrôler. Pour elle, son fils valait de l'or et la belle-fille était une chanceuse qui avait pêché son petit garçon. Depuis que je suis devenu sa belle-fille, il n'y a pas eu un seul jour où elle ne m'a pas surveillé ou ne s'est pas immiscée dans notre vie. Que j'ai ma propre maison, à ses yeux, ne serait pas le résultat de mon effort, mais de la bonne fortune du clan de Lucas. J'ai soupiré et caché mon inquiétude. Aujourd'hui était le jour de la remise des clés,
Un jour important dans la vie de n'importe qui. Je ne voulais pas ruiner la joie par des soupçons infondés. J'ai arrangé le col de la chemise de Lucas et j'ai souri, bien qu'il y eût encore une trace de préoccupation dans mes yeux. D'accord, comme tu voudras. Allons-y, maman et les autres doivent attendre. Nous sommes sortis de l'appartement et avons fermé la porte. Le bruit de la serrure a résonné dans le couloir silencieux. J'ai serré plus fort mon sac à main qui contenait les documents de la maison. Je sentais leur poids. Ce n'était pas seulement des papiers, c'était ma vie et ma dignité. Je me suis promis à moi-même que quoi qu'il arrive, je protégerais ce foyer jusqu'à la fin. Mais ce que je n'attendais pas alors, c'était que la plus grande tempête ne viendrait pas de l'hypothèque ou du travail, mais des personnes que j'appelais famille lors du dîner de ce soir-là. L'élégant bistrot se trouvait dans le 16e arrondissement, connu pour sa cuisine raffinée et son design opulent. La lumière des chandeliers en cristal se reflétait sur les couverts en argent, créant une scène de luxe. J'avais réservé un salon privé pour la famille, mais dès mon entrée, j'ai senti l'atmosphère dense. Monique était assise sur la chaise principale, le dos droit et son épais maquillage dénotant l'autorité. À ses côtés, Pierre, mon beau-père, un homme qui avait passé toute sa vie en silence, acquiesçant à chaque décision de sa femme. Et bien sûr, il ne pouvait pas manquer Sandrine, ma belle-sœur, occupée à faire glisser son doigt sur l'écran de son mobile avec un air arrogant, tandis que son fils de 5 ans, Léo, frappait bruyamment sa cuillère contre la table. Bonsoir, Monique. Bonsoir, Pierre. Salut, Sandrine. Je me suis incliné légèrement, forçant un sourire poli. Monique a levé les yeux et son regard perçant a scanné ma simple robe de bureau avant de se concentrer sur Lucas. Elle ne m'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle a réprimandé son fils. « Pourquoi arrivez-vous si tard ? Cela fait 1 heure qu'on est ici, mort de faim. » Désolé, maman. Il y avait beaucoup de circulation et on a traîné un peu à l'appartement pour jeter un coup d'œil, s'est empressé d'expliquer Lucas pendant que je m'approchais d'une chaise. Allez, enfin. Aujourd'hui c'est Chloé qui invite pour la nouvelle maison, donc ça doit être grandiose. Ce n'est pas tous les jours qu'on achète un tel appartement, a dit Sandrine avec une pointe de moquerie, mais elle a rapidement ouvert la carte et a pointé les plats les plus chers, insistant pour commander le bœuf bourguignon façon grand chef et d'autres spécialités onéreuses. En silence, j'ai fait signe au serveur de prendre note. J'ai senti une pointe au cœur en pensant à ce que me coûterait le dîner, mais pour le bien de mon mari, j'ai supporté. Quand ils ont servi la nourriture et rempli les verres de vin, Monique a commencé son habituel discours. Elle a levé son verre et s'est raclé la gorge pour attirer l'attention de tous. Aujourd'hui est un jour très heureux pour notre famille. Lucas et Chloé ont acheté un appartement de luxe. Je suis immensément contente. Bien que la maison soit au nom de Chloé, au final, la belle-fille fait partie de notre famille. La diligence de Chloé à travailler si dur est aussi le fruit de la bonne fortune de notre lignée, qui a toujours semé le bien. En entendant cela, j'ai eu la nausée. La bonne fortune de leur lignée. Alors que je me tuais à la tâche jour et nuit, ils n'avaient même pas pris la peine de demander comment j'allais. Quand j'ai eu besoin d'argent pour l'apport, je leur ai demandé un prêt, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien parce qu'ils avaient tout donné à Sandrine pour s'acheter une voiture. Maintenant que la maison était achetée, ils la réclamaient comme une bénédiction de leur famille. J'ai serré fort le verre d'eau, contenant ma rage, mais la chose ne s'est pas terminée là. Monique a continué sur un ton plus pratique. J'ai entendu dire que cet appartement a 3 chambres. Si vous n'allez y vivre que tous les 2 dans une seule, c'est du gaspillage d'en avoir 2 vides. Alors j'ai pensé à une chose. Léo, le fils de Sandrine, nous voulons le changer pour une bonne école près de votre appartement. Le trajet depuis sa maison à Saint-Denis est très long et pénible. Pauvre enfant. J'ai donc décidé que Sandrine et le petit resteront vivre pour le moment dans l'une des chambres de votre nouvelle maison. Ce sera plus facile pour emmener et récupérer mon petit-fils et en plus, vous aurez de la compagnie pour qu'il y ait plus de joie. Je suis resté glacé. Les couverts ont failli me tomber des mains. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ils ne demandaient pas la permission ni ne consultaient. C'était une décision, une appropriation effrontée de ma propriété. Sandrine a acquiescé immédiatement tout en mâchant son bœuf bourguignon. Bien sûr, belle-sœur. De toute façon, vous n'avez pas encore d'enfant. La maison est trop grande pour vous 2 tout seuls. Si je vis là-bas,
je peux même t'aider avec les tâches ménagères. Quand tu rentreras du travail, le repas sera prêt. La belle vie, hein? Et au fait, je te le dis déjà, je réserve la chambre qui donne au sud-est. On dit qu'elle a un bon feng shui pour que mes affaires prospèrent. J'ai senti mon visage brûler. Non seulement elle voulait vivre au crochet des autres, mais en plus elle choisissait la chambre avec le bon feng shui. La maison que j'avais achetée avec ma sueur et mes larmes, encore neuve, il se la partageait déjà comme si c'était un gâteau. Je me suis tourné vers Lucas, espérant qu'il dise quelque chose pour me défendre, moi et notre espace privé. Mais Lucas avait la tête baissée, concentré sur son assiette, évitant mon regard. Il a murmuré à voix basse, « Maman, on parlera de ça plus tard. On vient de recevoir l'appartement. Il n'y a même pas encore de meubles. » « Comment ça, on parlera plus tard ?» a crié Monique en frappant la table et faisant se renverser le vin sur la nappe blanche. « Tu vas laisser ton neveu faire des kilomètres de voiture tous les jours? Tu es son oncle, tu n'as pas de pitié. Vous avez une maison énorme. Vous allez laisser les fantômes l'habiter? J'ai pris une décision. Il n'y a plus rien à discuter. Dimanche, on déménage pour que la bonne chance entre. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me calmer pour ne pas exploser au milieu du bistrot. Monique, je crois que nous devrions bien y réfléchir. J'ai acheté la maison pour que nous ayons notre propre espace et puissions planifier d'avoir des enfants. De plus, je travaille souvent de la maison jusqu'à tard et j'ai besoin de tranquillité. Sandrine a sa propre famille avec son mari et son fils. Ce ne sera peut-être pas confortable pour tout le monde si nous vivons ensemble. Monique m'a foudroyé du regard, comme si elle voulait me manger toute crue. Tiens, tiens. Maintenant que tu as des ailes, tu crois que tu peux mépriser la famille de ton mari. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de dépenser de l'argent pour nourrir ta belle-sœur? C'est ça? Eh bien je vais te dire une chose. Quand tu entres dans cette famille, tout ce qui est à toi est à nous aussi. Ne sois pas si égoïste. Je suis encore vivante et tu me désobéis déjà. Son cri a réduit la salle au silence. Les gens des tables voisines ont commencé à regarder et à chuchoter. J'ai senti mon visage brûler de honte et de rage. Ce n'est qu'alors que Lucas a osé lever les yeux. Il m'a tiré par la manche et a chuchoté, « Chloé, prends sur toi un peu. On est en public, on en parlera à la maison. Prends sur toi, encore une fois. » Pendant 3 ans de mariage, l'expression « prends sur toi » était celle que j'avais le plus entendue de sa bouche, mais cette fois ma patience avait atteint sa limite. Pourtant, je savais que discuter avec Monique à ce moment-là ne servirait à rien. J'avais besoin d'un autre plan, une réponse plus contondante que des mots que le vent emporterait. En silence, je me suis servi un peu de nourriture, mais je n'ai pas pu l'avaler. La célébration pour la nouvelle maison s'était transformée en un festin de cupidité où la vraie nature des gens était mise à nu. Le dîner s'est terminé dans une ambiance tendue et inconfortable. J'ai payé l'addition qui s'élevait à près de 200 €. Cela a fait mal au portefeuille, mais je devais rester ferme. Ensuite, toute la famille s'est dirigée vers l'immeuble pour la remise officielle. Monique a insisté pour venir immédiatement, craignant probablement que si elle ne réclamait pas son territoire à l'instant, je puisse m'enfuir avec la maison. Dans le hall de l'immeuble, un administrateur courtois nommé Monsieur Girard, vêtu d'un costume sombre, nous attendait avec une grande enveloppe à la main. Quand il m'a vu, il a souri professionnellement. « Bonsoir, Madame Chloé. Félicitations pour votre nouvel appartement. Voici le jeu de clés, les badges d'accès pour l'ascenseur et les identifications de résidents pour l'unité 1806. S'il vous plaît, vérifiez tout et signez le formulaire de remise. » Alors que j'étais sur le point de prendre l'enveloppe, une main s'est avancée et l'a arrachée. C'était Monique. Elle a retiré l'enveloppe des mains de l'administrateur devant notre regard stupéfait. Elle a souri avec effronterie, sans une once de honte. Je le prends. Je suis sa belle-mère. Ça revient au même que ce soit moi ou elle qui l'est. Merci, monsieur l'administrateur. Monsieur Girard m'a regardé avec inquiétude, mais comme je n'ai pas montré de réaction violente, la vérité est que j'étais trop surprise, il s'est simplement retiré en silence. Monique a ouvert l'enveloppe immédiatement et a versé toutes les clés brillantes et les badges sur le comptoir en marbre de la réception. Voyons voir. 4 jeux de clés. Parfait.
Et elle a commencé à les répartir comme un général distribuant des trophées de guerre. Elle a pris le premier jeu et l'a donné à sa fille préférée. Sandrine, en voici un pour que tu puisses entrer et sortir facilement pour emmener et ramener Léo. Tu peux venir quand tu veux. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'ouvre. Sandrine l'a accepté, ravie, et l'a immédiatement accroché aux clés de sa voiture, les agitant devant moi avec un air de provocation. Monique a pris le deuxième jeu et l'a donné à Pierre. Tiens, papa. Quand tu auras du temps libre, tu monteras arroser les plantes et te détendre. C'est fatigant d'être toujours au village. Ici, tu profiteras de ta vieillesse avec tes enfants et ton petit-fils. Pierre a hoché la tête, a pris les clés et les a rangées avec soin dans la poche de sa chemise. Ensuite, elle a pris le troisième jeu et l'a mis dans son propre sac à main. Et celui-ci pour moi. J'ai besoin de ma propre clé pour pouvoir venir inspecter, nettoyer et cuisiner pour vous. Chloé travaille toujours et elle est très désordonnée. Si je ne suis pas là, cette maison deviendra une porcherie. Il ne restait qu'un seul jeu de clés sur le comptoir. Mon cœur battait la chamade. J'ai pensé qu'au moins elle me le donnerait à moi, la propriétaire légale du logement, mais non. Elle a pris la dernière clé et l'a mise dans la main de Lucas. Et celle-ci pour mon fils. Tu es l'homme, le chef de famille. Tu dois avoir la clé maîtresse. Garde-la bien, hein. Ne la perds pas. Je suis resté cloué sur place, le corps glacé. Il s'était réparti 4 jeux de clés, mais ce qu'il ne savait pas, c'était qu'avant la remise, j'avais déjà obtenu une clé de chantier que l'administrateur m'avait donnée discrètement. Ce n'était pas un simple oubli, c'était une insulte flagrante, une claire déclaration de guerre qui, à leurs yeux, faisait de moi un simple outil pour gagner de l'argent, une étrangère sans droit sur cette propriété. J'ai regardé Lucas, mes yeux brûlaient de rage. Lucas tenait la clé, le visage pâle. Il savait que la situation était terrible. Maman, pourquoi les répartis-tu comme ça? Et Chloé? C'est ma femme, a-t-il demandé avec hésitation. Monique a agité la main avec indifférence. Quel idiot tu es, mon fils. Ta femme est avec toi. Tu lui ouvres la porte, non? Ou si je suis là, je lui ouvrirai moi. C'est une femme. Pourquoi a-t-elle besoin de porter des clés? Ça ne fait que lui prendre de la place dans le sac et peut-être qu'elle les perdra et alors il faudrait changer la serrure. Encore des dépenses. Je me suis mis à rire. Un rire amer et froid. Sa logique était ridicule, mais elle le disait avec une conviction totale. J'ai fait un pas en avant, ma voix claire et dépourvue du calme du dîner. Monique, je crois qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Cette maison est à mon nom. L'argent avec lequel elle a été achetée est le mien et celui de mes parents. Qui doit avoir les clés? C'est une décision qui me revient. Ce que tu as fait, les répartir sans ma permission, est un manque de respect. L'air dans le hall est devenu dense. Les gardiens de sécurité et la réceptionniste feignaient d'être occupés, mais ils écoutaient. Monique est restée perplexe un instant puis a éclaté de colère. Qu'est-ce que tu as dit? Que je te manque de respect? Je suis ta belle-mère. Je me préoccupe de cette maison. C'est pour ça que je l'administre, moi. Juste parce que tu as de l'argent, tu vas m'apprendre comment me comporter? Même si la maison est à ton nom, tu es la femme de Lucas. Ce qui est à mon fils est à nous. J'ai donné les clés à mon fils et à ta belle-sœur, qui sont aussi ta famille. Où est le problème? Tu es tellement mesquine avec la famille de ton mari, belle-sœur, tu dépasses les bornes, est intervenue Sandrine de sa voix criarde. C'est juste une clé. Tu réagis comme si elle était en or. Si tu n'as pas de clé, tu vas avec Lucas et c'est tout. Personne ne va mourir pour ça. J'ai regardé leurs 3 visages. La belle-mère cupide, la belle-sœur égoïste et le mari lâche qui ne regardait que le sol. J'ai compris que toute explication ou discussion était inutile. Dans leurs esprits, le concept de propriété ou de respect n'existait pas, seulement l'appropriation et l'abus. Je n'allais pas discuter plus. J'ai pris une grande inspiration et j'ai retrouvé un calme effrayant. C'est bon. Si vous voulez garder les clés, faites-le. Je n'ai rien de plus à dire. Je me suis retourné et je suis sorti de l'immeuble sans regarder en arrière. Dans mon esprit, un plan cruel mais juste prenait forme.
S'ils voulaient jouer à l'appropriation, j'allais leur apprendre qui contrôlait réellement le jeu. Les clés qu'ils tenaient maintenant avec tant d'orgueil se transformeraient bientôt en morceaux de métal inutiles. L'ascenseur est monté rapidement jusqu'au 18e étage, provoquant une légère sensation de vertige. Dans l'espace réduit, 5 personnes restaient debout dans un silence dense et étouffant, pire que le calme qui précède une grande tempête. Je me suis appuyé dans un coin, les bras croisés, fixant l'écran qui montrait les numéros des étages changés à toute vitesse. Mon reflet dans le miroir de l'ascenseur montrait les visages triomphants de Monique et Sandrine et l'expression pathétique de Lucas. Digne. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le couloir spacieux et climatisé de l'immeuble. Monique s'est avancée d'un pas décidé, comme un général inspectant un territoire fraîchement conquis. Ah oui, ça c'est un immeuble de luxe, propre. Ça sent bon, pas comme notre ruelle qui est toujours inondée par les égouts, a-t-elle élogié en agitant les clés qu'elle avait usurpées. Face à la porte 1806, Lucas a introduit avec soin la clé dans la serrure. Clic, la porte s'est ouverte et toute la famille est entrée comme un essaim d'abeilles en effervescence. L'appartement était vide, mais le vaste espace et les vues impressionnantes sur la ville restaient spectaculaires. Le sol était d'un bois de chêne chaleureux et les murs peints d'un blanc élégant. C'était le fruit de mes sacrifices, l'endroit où je m'étais imaginé lisant près de la fenêtre, cuisinant de délicieux repas avec mon mari. Mais maintenant, le bruit de leurs pas et de leurs rires brisait sa sérénité. Sandrine a couru vers la plus grande chambre, la suite parentale, qui avait sa propre salle de bain. Oh là là, maman, quelle chambre et quelle vue! Mais bon, comme elle a sa propre salle de bain, je vous la laisse à Lucas et à toi. Moi je garde celle d'à côté. Elle s'est déplacée vers la deuxième chambre avec une fenêtre orientée au sud-est. Ici le feng shui est parfait pour Léo. Et, Chloé, souviens-toi d'appeler le menuisier demain pour qu'il mesure et commande un lit superposé, d'accord? Et que le matelas soit à mémoire de forme. Léo a mal au dos avec ceux à ressort. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, observant comment Sandrine donnait des ordres comme si j'étais sa servante. Je n'ai pas répondu. J'ai seulement souri avec amertume. Je n'avais pas besoin de discuter de matelas ou de lit, car elle n'aurait jamais l'occasion de dormir dedans. Pendant ce temps, Monique était occupée à inspecter la cuisine. Elle a frappé le plan de travail en granit. Cette plaque à induction a l'air très moderne, mais elle est très capricieuse avec les poêles. Demain tu dois acheter une batterie de cuisine allemande et le frigo, qu'il soit à 2 portes, des grands, pour pouvoir ranger toute la nourriture que j'apporterai du village. J'ai vu le frigo de notre voisine Flora. Quelle merveille! Avec distributeur de glace automatique. Achète un comme ça. Ils planifiaient et exigeaient comme si mon argent était infini. Ils avaient oublié qu'il y a seulement quelques instants, ils m'avaient arraché mon droit à mes propres clés et m'avaient humilié en public. Lucas s'est approché de moi, m'a pris doucement la main qui était froide et moite. Chloé, qu'est-ce que tu penses de l'appartement? Il est magnifique, n'est-ce pas? A-t-il tenté pour lancer une conversation, sa voix forcée et pitoyable. J'ai retiré ma main. L'appartement est magnifique, mais c'est dommage qu'il ne soit pas pour des gens qui savent d'où viennent les choses. Lucas a sursauté et a regardé autour de lui, vérifiant si sa mère l'avait entendu. Baisse la voix. Si maman t'entend, vous allez encore vous disputer. Ne fais pas attention ni à maman ni à Sandrine. Elles sont comme ça, mais au fond ce sont de bonnes personnes. De bonnes personnes? Je me suis retourné et je les regardais dans les yeux. C'est le fait de bonnes personnes de voler des clés, de choisir la meilleure chambre et d'exiger les appareils électroménagers les plus chers? Lucas, tu as 35 ans. Arrête de penser comme un enfant. Soit tu es incroyablement naïf, soit tu es leur complice dans cet abus. Lucas est resté sans voix. Son visage a rougi. Il n'a pas pu supporter la froide colère de mon regard. Allez, on en parlera à la maison. Ici ce n'est pas le bon endroit. Une fois de plus, il a évité le problème et a rejoint sa mère pour planifier où placer le lave-linge. Je suis resté seul dans ma propre maison. Mon silence n'était pas de la soumission, c'était le calme avant l'explosion. J'ai observé chacun de leurs mouvements et paroles, gravant tout dans mon esprit. Chaque demande déraisonnable, chaque intrusion effrontée deviendrait une preuve solide devant le tribunal de la conscience et devant le tribunal de la loi. J'ai sorti mon téléphone. En secret, j'ai pris des photos d'eux donnant des ordres dans la maison.
Ensuite, j'ai envoyé un bref message à Thomas, mon ancien camarade de classe et maintenant avocat, avec qui j'avais déjà parlé. Thomas, c'est arrivé. J'ai besoin de te voir demain. C'est urgent. Après avoir envoyé le message, j'ai rangé le téléphone dans mon sac. La véritable bataille ne faisait que commencer. Nous sommes sortis du nouvel appartement passé 22 heures. Monique et Sandrine ont pris un taxi pour rentrer, tandis que Lucas et moi sommes retournés dans notre Citroën 2CV vers notre petit logement loué à Saint-Denis. Durant le trajet, l'air froid de la nuit s'infiltrait à travers la capote en toile, mais mon cœur était encore plus froid. Je me suis assise sur le siège passager, me collant contre la portière, maintenant la distance avec mon mari, sans chercher sa chaleur comme je le faisais d'habitude. En arrivant à notre location, un lourd silence nous a enveloppés. Lucas s'est occupé d'enlever ses chaussures et de pendre ses vêtements, essayant de faire du bruit pour alléger la tension, mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Je me suis assise sur le bord du lit et je l'ai regardé fixement. Nous devons parler sérieusement. Lucas a soupiré et s'est assis sur une chaise en plastique face à moi. Il semblait fatigué. Je sais que tu es fâché pour l'histoire des clés, mais comprends-moi, il y avait maman, papa et Sandrine. Comment allais-je contredire ma mère? Elle est âgée, elle a ses manies. En tant qu'enfant, nous devons céder un peu pour la paix des ménages. Céder? J'ai ri avec amertume. Que ta mère m'arrache le droit à ma propre maison, tu appelles ça des manies? Que je régale une chambre à Sandrine, c'est céder? Lucas, te reste-t-il un peu d'amour-propre? Lucas a froncé les sourcils, commençant à s'irriter. Pourquoi tu donnes autant d'importance à ça? Même si maman a les clés, c'est juste pour pouvoir venir nettoyer pour nous. Elle ne va pas te prendre la maison. De quoi as-tu peur? L'acte est à ton nom. Personne ne peut te la prendre. Et Sandrine restera juste un temps pour les études de ton neveu. C'est normal que dans la famille on s'entraide. Ne sois pas si égoïste. Apprends à vivre ensemble. Égoïste? Je me suis levé, tremblant de rage, mais ma voix restait claire. Écoute-moi bien, Lucas. Cette maison coûte 700 000 €. Mes parents ont vendu leur terre héritée pour me donner 160 000 €. Moi, je me suis tué à la tâche pendant 7 ans, économisant sur tout pour pouvoir la payer. Qu'a apporté ta famille? Rien, pas un centime. Mais maintenant, ta mère agit comme si la maison était la propriété du clan et que moi on me permettait simplement d'y vivre. Et toi, mon mari, tu devrais être de mon côté, protégeant mes droits, mais non, tu es un lâche. Un faible. Tu as laissé ta mère m'humilier devant tout le monde. Lucas s'est levé et m'a pointé du doigt. Ne me traite pas de lâche. Tu dépasses les bornes. Juste parce que tu as de l'argent et que tu as acheté une maison, tu méprises déjà ma famille. C'est ça? Maman avait raison. Quand c'est la femme qui a l'argent, elle piétine son mari. Je ne piétine personne. Je demande juste justice. J'ai repoussé sa main. Tu as dit que ma clé était aussi la tienne. Non. Pourquoi ne me l'as-tu pas donnée avant? Pourquoi as-tu dû attendre la permission de ta mère? Tu n'es pas le pilier de cette famille. Tu es juste le toutou de ta mère. Lucas est resté paralysé, incapable de répondre. Il s'est passé les mains dans les cheveux et s'est enfermé dans la salle de bain, évitant de nouveau la conversation. Comme toujours. Je ne veux pas discuter avec toi. Pense ce que tu veux. Dors maintenant, demain il faut travailler. J'ai regardé la porte fermée de la salle de bain, pleine de déception. La dernière lueur d'espoir que Lucas comprenne la situation et se mette de mon côté s'était complètement évanouie. Il n'allait pas changer. Il était habitué à vivre sous la protection et le contrôle de Monique. Si je continuais ce mariage, si je leur permettais d'entrer dans la nouvelle maison, ma vie deviendrait un enfer. Je devrais servir ma belle-sœur paresseuse, supporter le harcèlement de ma belle-mère et entretenir un mari inutile. Je n'allais pas accepter ce destin. Je suis allé vers la petite armoire métallique dans le coin de la chambre. J'ai composé le code et la porte s'est ouverte. À l'intérieur se trouvaient tous les documents les plus importants de ma vie, l'acte de vente de l'appartement devant notaire, les relevés bancaires et, surtout, un acte de donation que mes parents avaient fait soigneusement avec la confirmation d'un avocat. À l'époque, je m'étais moqué d'eux car je les trouvais paranoïaques,
craignant qu'il ne blesse les sentiments de Lucas. Maintenant, je voyais à quel point ils avaient été intelligents. J'ai pris le dossier et l'ai rangé dans mon sac. Demain, je n'irai pas au bureau. J'irai au cabinet d'un avocat. S'ils voulaient jouer à l'appropriation, j'utiliserai la loi pour leur donner une leçon sur le droit de propriété. C'était la dernière nuit que je pleurais pour cet homme. À partir de demain, je me battrai pour moi-même. Il a commencé à pleuvoir dehors. Une pluie qui lavait les illusions d'une famille heureuse, mais qui arrosait la graine de la détermination qui grandissait avec force dans mon cœur. La pluie constante sur le toit de notre location créait un son monotone et mélancolique. Je n'ai pas dormi. La lumière jaunâtre de la lampe de bureau éclairait les papiers éparpillés sur ma vieille table. Il était 2 heures du matin, mais mon esprit était complètement éveillé, avec une lucidité froide forgée par la douleur et la trahison. J'ai repassé chaque page des documents avec un surligneur à la main, marquant soigneusement les détails importants. D'abord, l'acte de vente de l'appartement. Mon nom, Chloé, apparaissait clair et solitaire sous la rubrique d'acquéreur. Il n'y avait aucune trace du nom de Lucas. La date de la signature remontait à 2 mois. Je me suis souvenu que ce jour-là, Lucas était occupé à boire avec ses amis. Il m'avait dit de signer seul, puisque de toute façon c'était mon argent. À ce moment-là, son indifférence m'avait attristé, mais maintenant cette même indifférence s'était transformée en ma bouée de sauvetage. Comme il n'était pas présent et n'avait pas contribué économiquement, il avait été facile de mettre l'acte à mon nom sans besoin d'une renonciation de sa part, démontrant le caractère propre du bien. Ensuite, l'épais dossier de relevé bancaire. J'avais imprimé un registre détaillé des transactions des 3 dernières années, les virements depuis mon compte courant vers le compte épargne et depuis le compte épargne directement vers le compte du promoteur immobilier. Toutes les transactions étaient claires, transparentes et exactes. Et le plus important, un papier gardé dans une pochette en plastique. L'acte de donation notarié. Quand mes parents ont vendu leur terre, ils ont insisté pour que j'aille chez un notaire de notre village en Auvergne pour formaliser ce document. Ma fille, un cadeau doit être accompagné de prudence, m'avait dit mon père. Nous te donnons cet argent pour que tu aies ton propre foyer, mais le cœur des gens est difficile à lire. Il vaut mieux être sûr pour que tu ne sois pas perdante à la fin. Les mots de mon père résonnaient dans mes oreilles. À l'époque, je pensais qu'ils exagéraient, mais ils avaient raison. Ce document confirmait que les 160 000 € étaient un cadeau personnel pour moi et ne faisaient pas partie de nos biens communs. J'ai tout placé dans un dossier noir et je l'ai fermé. Ce serait mon arme. Pas de mots inutiles ni de larmes de faiblesse. Je me battrai avec des preuves et avec la loi. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt. Lucas dormait encore profondément. Ses ronflements étaient paisibles. Je l'ai regardé une dernière fois avec des yeux vides. J'ai préparé un petit déjeuner simple et laissé une note sur la table. Je pars tôt pour le travail. Prends ton petit déjeuner avant de partir. Un message normal, mais qui marquait la fin de mon rôle d'épouse soumise. Je ne suis pas allé au bureau. J'ai envoyé un message à mon chef disant que je prenais ma journée pour une urgence familiale. J'ai conduit ma Citroën 2CV rapidement à travers le trafic dense de Paris vers le cabinet de l'avocat Thomas. Le bureau de Thomas était au 7e étage d'un immeuble moderne. L'endroit était silencieux et formel, entouré d'étagères pleines de livres de droit. Thomas, mon ancien camarade d'université, était déjà un avocat renommé en droit de la famille. Il m'a reçu avec une poignée de main ferme et un regard compréhensif. « Assieds-toi, Chloé, tu as l'air épuisée. Prends un thé chaud. » Il m'a offert une tasse. J'ai bu une gorgée et senti la chaleur se répandre lentement dans ma poitrine, m'aidant à me calmer. J'ai ouvert mon dossier et posé tous les documents sur son bureau. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je veux me séparer et, surtout, je veux sécuriser la maison avant que la famille de mon mari ne puisse emménager. Thomas a examiné les documents en hochant la tête à plusieurs reprises. Ton cas est très solide. Cette maison provient de tes fonds propres et tu as des preuves claires. Que ton nom soit le seul sur l'acte est un grand avantage. Bien que les biens acquis pendant le mariage soient présumés communs, avec tes relevés bancaires et l'acte de donation, je suis sûr que le tribunal le déclarera comme un bien propre. Le problème, c'est qu'il prévoit de déménager dimanche, ai-je dit avec inquiétude. Ma belle-mère a déjà distribué les clés à toute la famille. Une fois qu'ils seront entrés, le processus pour les expulser sera compliqué et long.
Thomas a réfléchi un instant. Tu as raison. Une fois qu'ils vivront là-bas, ce sera plus difficile d'agir rapidement. Nous devons prendre les devants. Je suggère que nous demandions des mesures conservatoires urgentes. Des mesures conservatoires ? Ai-je demandé. Nous déposerons une requête en séparation de corps au tribunal de grande instance aujourd'hui même. Simultanément, nous demanderons au tribunal d'émettre une ordonnance pour placer la propriété sous scellé. La raison est qu'il existe un risque que l'état de la propriété soit altéré. Si le juge l'approuve, un huissier ira apposer les scellés sur l'appartement. Quiconque brise le scellé fera face à des conséquences légales. De cette manière, ils ne pourront pas entrer dans la maison. J'ai écouté Thomas et senti un grand soulagement. C'était exactement ce dont j'avais besoin, un mur légal pour arrêter la cupidité de mes beaux-parents. Faisons-le, Thomas, prépare les documents. Je payerai ce qu'il faudra, ai-je dit avec détermination. D'accord. Je vais rédiger ça tout de suite. Signe-le et cet après-midi je t'accompagnerai au tribunal pour le déposer. J'ai regardé Thomas pleine de gratitude. Au milieu de ma tristesse et de mon désespoir, l'aide d'un ami et expert juridique était inestimable. En sortant de son bureau, je me sentais plus légère. Le ciel de Paris ne semblait plus si sombre. Je savais que le chemin devant moi serait difficile, mais maintenant j'avais une carte et une arme. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné à plusieurs reprises. Le nom de ma belle-mère est apparu sur l'écran. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Allô, Monique ? Chloé, qu'est-ce que tu fais ? Je t'appelle pour te dire de passer cet après-midi par le magasin de meubles de la rue de Rivoli. J'ai vu un ensemble de canapés en cuir importé, magnifique. C'est un peu cher, mais très élégant. Apporte ta carte de crédit pour qu'on le paie. Ils font une remise si on paie tout de suite. La voix de Monique était pleine d'enthousiasme. J'ai serré le téléphone avec force. Non seulement elle voulait s'approprier la maison, mais elle voulait aussi que je finance ses luxes. Monique, j'ai une réunion urgente. Il se peut que je rentre très tard. Prends une photo de celui qui te plaît pour que je le voie. De plus, en ce moment je suis un peu juste niveau argent. Je viens de payer l'appartement. Comment ça, juste ? Tu es chef de projet. Tu as un bon salaire. Ne sois pas radine avec ta famille. Allez, j'emmènerai Sandrine. Prépare l'argent. Dimanche, nous devons avoir de beaux meubles pour les invités. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché. J'ai souri avec amertume. Pour eux, je n'étais qu'un distributeur automatique ambulant. Après l'appel, j'ai reçu une avalanche de messages de Sandrine sur WhatsApp. Elle m'a envoyé des photos de lits superposés, de bureaux et des liens vers des matelas à mémoire de forme hors de prix. Belle-sœur, c'est le lit que j'ai choisi pour Léo, en bleu pour porter chance. Commande-le déjà pour qu'il le livre avant dimanche. Et la salle de bain est un peu fade. Achète aussi une de ces baignoires en bois pour prendre des bains relaxants. J'ai lu les messages et j'ai ri. Il vivait dans un fantasme construit sur ma sueur et mes larmes. Il décorait la maison comme si elle était déjà la leur. Ce soir-là, quand je suis rentré, Lucas regardait joyeusement la télévision. Tu es déjà rentré. Maman a appelé. Elle dit qu'elle a déjà versé des arts pour le canapé. Tu dois virer 2000 € au magasin pour le réserver. Maman a un goût excellent. Je l'ai regardé avec dégoût. Tu es fou, Lucas ? D'où vais-je sortir cette somme d'argent ? Tout mon salaire y est déjà passé. Si c'est comme ça, dis à ta mère qu'elle le paie elle-même. Je n'ai plus d'argent. J'ai répondu froidement et je suis allé directement à la cuisine. Lucas m'a suivi. Tu recommences. Ce ne sont que 2000 € et tu les marchandes à maman. Notre nouvelle maison doit être belle. Si tu ne paies pas, maman sera ridicule. C'est son problème. Qui se met dans le pétrin doit s'en sortir. Je n'ai pas discuté plus et j'ai fermé la porte de la salle de bain. Je l'ai entendu jurer dehors. J'ai ouvert le robinet et laissé l'eau froide couler sur mon visage. Laissez-les continuer dans leur fantasme. Plus haut ils voleront, plus dure sera la chute. Après notre discussion ce soir-là, j'ai changé de stratégie. Je me suis rendu compte que si je continuais à discuter, ils pourraient avoir des soupçons et essayer d'emménager plus tôt.
Je devais les mettre en confiance. Ils avaient besoin de croire que j'avais abandonné. Le jeudi matin, j'ai été la première à envoyer un message à Lucas. Dis à maman que j'ai trouvé l'argent. Cet après-midi je ferai le virement pour les meubles. Qu'il ne s'inquiète pas. Qu'il se prépare pour le déménagement. Lucas a appelé immédiatement. Sa voix pleine de joie. C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça que doit être mon épouse. Je savais que tu m'aimais, moi et ma famille. Ce soir je te ferai un massage. J'ai retenu un soupir et répondu avec une douceur feinte. D'accord, je me mets au travail. Rappelle à maman de bien tout emballer. Bien sûr, je n'ai pas viré un seul centime. J'ai utilisé une application de retouche photo pour créer un faux reçu de virement bancaire et je l'ai envoyé à Monique pour la tranquilliser. Quand elle a reçu l'image, elle a répondu avec un grand emoji pouce levé et un message vocal, « Ça c'est ma belle-fille obéissante ». Dimanche je préparais un grand festin. Les jours suivants, j'ai joué le rôle d'une épouse aimable et soumise. J'ai demandé la connexion Internet, géré l'ouverture de l'eau et payé 3 mois de charges de copropriété à l'avance. J'ai fait tout cela et montré les reçus à Lucas. Il s'est convaincu encore plus que j'avais accepté ses plans. Tu vois? Quand mari et femme s'unissent, tout est possible. Maman est ravie. Elle n'arrête pas de te faire des éloges. Quand nous vivrons tous ensemble, si tu continues d'être aussi bonne, notre famille sera toujours heureuse, a dit Lucas en m'embrassant le vendredi soir. Je me suis appuyé dans ses bras, mais mon cœur était glacé. Je souriais, mais c'était le sourire d'un chasseur observant sa proie tomber lentement dans le piège. Bien sûr que oui, tant que toi et tes parents êtes heureux, ai-je répondu à voix basse. Dans l'obscurité, j'ai déplacé furtivement mes effets personnels. Les vêtements chers, les bijoux et les souvenirs importants, je les ai emportés en secret chez ma meilleure amie. La seule chose qui restait dans notre armoire était de vieux vêtements usés. J'étais prête pour mon départ. J'ai aussi parlé avec l'administration de l'immeuble, en particulier avec Monsieur Girard. Je lui ai expliqué la situation et demandé sa coopération quand arriverait l'ordre du tribunal. Il a compris et promis d'aider. Cette pièce de théâtre était sur le point de se terminer et je serais la metteur en scène de la fin surprenante. Le samedi matin, notre location était en effervescence. Lucas s'est levé tôt en sifflant pendant qu'il repassait. Chloé, maman a appelé. Elle dit que le maître Feng Shui a regardé la date. 9 heures demain matin est l'heure la plus chanceuse. Ils partiront à 7 heures pour arriver juste à temps. Prépare-toi. Oui, je sais. J'ai déjà posé mon lundi pour aider au nettoyage, ai-je répondu en feignant de plier du linge. Génial. Au fait, où est ma clé? Demain je dois être le premier à ouvrir la porte pour que la bonne chance entre. Lucas a cherché la clé sur le frigo. Il l'a trouvée, l'a embrassée et l'a rangée avec soin dans sa poche. Ce qu'il ne savait pas, c'était que pendant qu'il était occupé à boire avec ses amis la veille au soir, j'étais allé en secret à l'appartement et avais fait installer une nouvelle serrure. La clé qu'il tenait, ainsi que celle de Monique et Sandrine, n'étaient maintenant que de simples morceaux de métal inutiles. Mon téléphone a vibré. Un message de l'avocat Thomas. Tout est prêt. Le tribunal a émis l'ordonnance. Demain à 8h30 la commission judiciaire et un représentant du tribunal arriveront dans le hall. Prépare-toi. J'ai répondu, merci, Thomas. Je suis prête. Mon cœur battait la chamade, non de peur, mais d'excitation. J'ai regardé Lucas, qui était occupé à appeler ses amis, se vantant de son déménagement de demain. Il leur racontait joyeusement les vues, les meubles italiens et la vie de luxe qui les attendait. Salut mec. Viens à la maison demain. Crémaillère. Oui, c'est énorme. On pourra boire là-bas. J'ai eu pitié de lui. Il vivait dans une illusion. Jusqu'au dernier moment, sa faiblesse fut ce qui tua mon amour. Demain, quand la porte ne s'ouvrirait pas, la porte de notre mariage se fermerait aussi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'écoutais le sifflement du vent dehors, un signe de la tempête qui s'annonçait, un jour qui changerait ma vie et apprendrait à la famille de Lucas une leçon sur la cupidité et le respect. J'ai fermé les yeux, imaginant les événements de demain. Il y aurait des larmes, des cris et de la désolation, mais après tout, je me retrouverai moi-même. Une Chloé forte,
libre et indépendante. Les dernières heures du samedi se sont écoulées dans une atmosphère étrange. Lucas débordait d'émotions tandis que je restais silencieuse, comme un lac profond. Après le dîner, Lucas a sorti quelques petites plantes qu'il avait achetées. Regarde ça. Comme ces bonsaïs seront jolis sur notre balcon. Papa dit qu'il apportera aussi des orchidées. Notre maison ressemblera à un jardin. J'étais assise sur le lit regardant mon téléphone, mais sans rien lire. Mon esprit était occupé, se préparant pour le lendemain. Chloé, pourquoi as-tu l'air absente? Tu es nerveuse? A demandé Lucas. Je suis juste un peu fatigué d'avoir tout organisé. Bon, couche-toi tôt. N'oublie pas de dire à la propriétaire qu'on part demain, hein? J'ai hoché la tête. Lucas coupait sa propre voix de secours sans s'en rendre compte. Si nous ne pouvions pas entrer dans la maison demain, nous nous retrouverions littéralement à la rue. Cette nuit-là, alors que je gisais à ses côtés, j'ai écouté sa respiration profonde. Dans ses rêves, il se voyait probablement comme le propriétaire d'un luxueux appartement. Pendant ce temps, les yeux ouverts, je regardais le plafond sans regret. Ma compassion pour lui s'était épuisée. Je me suis retourné. C'était la dernière nuit que je dormirais à ses côtés en tant qu'épouse. À l'aube tout s'effondrerait et des cendres je devrais me relever par mes propres moyens. 7 heures du matin, l'alarme de Lucas a sonné. Il s'est levé d'un bond, le visage rayonnant. Réveille-toi, chérie. Aujourd'hui c'est notre grand jour. Il ne faudrait pas qu'on arrive en retard à l'heure de la chance. Je me suis levé à contre-cœur. Je me suis lavé le visage à l'eau froide pour me réveiller. Je me suis regardé dans le miroir, une femme cernée, mais avec une détermination froide. J'ai mis un rouge à lèvres rouge, la couleur que Lucas détestait. Aujourd'hui j'avais besoin de courage. Lucas a mis ses meilleurs vêtements, s'est coiffé et s'est mis de l'eau de Cologne. Mais la robe bleue pour qu'on soit assorti. J'ai laissé la robe de côté et choisi un tailleur noir. Je mettrai ça pour être à l'aise. Il s'est un peu fâché, mais n'a rien dit. Nous avons chargé le peu de choses qui restaient dans la Citroën 2CV, laissé la clé à la propriétaire et dit adieu à notre ancienne vie. Durant le trajet, Lucas chantait joyeusement. Le ciel était gris. On aurait dit qu'il allait pleuvoir. Quel mauvais temps, non? Mais c'est égal, l'important c'est qu'on soit heureux, a-t-il crié pour couvrir le bruit du moteur. Je n'ai pas répondu. Heureux. On verra s'il resterait aussi heureux. Mon téléphone a vibré. Un message de Monique. Nous sommes déjà proches. J'ai appelé un camion de déménagement. Arrivé tôt pour ouvrir la porte. J'ai répondu par un seul mot, oui. La 2CV roulait tant bien que mal vers la maison des rêves de Lucas et la fin de notre mariage. 8h30 du matin, nous sommes arrivés dans le hall. La scène était à la fois comique et embarrassante. Un grand camion de déménagement bloquait l'entrée. À côté, un tas d'affaires, des cartons, de vieilles couvertures et plusieurs pots de saucisses et de boudins de la ferme qui dégageaient une forte odeur. La famille de Lucas était là comme des généraux. Monique donnait des ordres aux déménageurs. Attention avec ce carton, il y a des antiquités. Sandrine, pendant ce temps, s'appuyait contre le mur en buvant un thé au lait. Quand elle nous a vus, Monique nous a crié dessus. C'était pas trop tôt. Ça fait un moment qu'on attend. On ne savait pas utiliser le badge dans l'ascenseur. Lucas a couru les aider. Désolé, il y avait des embouteillages. Vous êtes fatigué? Pas du tout. On est très content. Vite, Chloé, surveille les affaires, a ordonné Monique. J'ai regardé le tas chaotique d'affaires. Les résidents passaient en se bouchant le nez. Monique, l'immeuble a des règles pour les déménagements. Il faut les programmer et tout emballer correctement, lui ai-je rappelé. Elle a froncé les sourcils. C'est notre maison, nos règles. Ne sois pas si pointilleuse. Lucas a pris les clés et s'est dirigé joyeusement vers l'ascenseur, faisant signe aux déménageurs de le suivre. Par ici. 18e étage. Le meilleur appartement. Je ne l'ai pas suivi. Dans un coin, j'ai vu Monsieur Girard avec 2 personnes en costume. C'était la commission judiciaire. Ils m'ont fait un signe de tête. Je leur ai rendu leur signe.
C'était l'heure. J'ai pris un autre ascenseur. Quand je suis arrivé, il y avait déjà un grand remue-ménage devant la porte 1806. Les meubles étaient éparpillés dans le couloir. Lucas était devant la porte, tremblant tandis qu'il essayait d'insérer la clé. Clic, clic. Elle n'ouvrait pas. Pourquoi ça ne marche pas? Hier soir ça allait bien, murmurait-il en suant. Allez enfin, que tu es lent. A crié Monique. On dirait qu'elle est coincée. Sandrine a essayé. Pousse-toi, incapable. Sa clé n'a pas fonctionné non plus. Monique s'est fâchée. Écartez-vous. Je vais le faire, moi. Elle a introduit sa puissante clé et l'a tournée avec force. Son visage a rougi sous l'effort, mais la porte n'a pas bougé. La serrure doit être cassée. Lucas, appelle l'administrateur. A-t-elle crié pendant que Lucas sortait son téléphone. Je me suis approché. Pas besoin d'appeler. La serrure n'est pas cassée, ai-je dit avec calme. Tous se sont tournés vers moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'ai changé la serrure. Ils sont restés paralysés. Quand l'as-tu changé? Pourquoi tu ne l'as pas dit? A demandé Lucas. Pourquoi aurais-je dû te le dire? C'est ma maison. Monique s'est approchée en me pointant du doigt. Effrontée. Tu as changé la serrure pour qu'on ne puisse pas entrer. C'est quoi cette blague? Donne-moi la nouvelle clé. Je ne vais pas te la donner, ai-je dit fermement. Et je vous suggère de remporter vos affaires. Personne ne va entrer dans cette maison aujourd'hui. Quel culot. Lucas, qu'est-ce que tu attends? Donne-lui une gifle pour qu'elle se réveille, a-t-elle hurlé. Lucas, nerveux, ne savait pas quoi faire. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce scandale? Donne la clé à maman. Avant que je puisse répondre, une voix puissante s'est fait entendre derrière nous. Silence tout le monde. Un groupe de 4 personnes s'approchait. En tête, un huissier de justice tenant un dossier. À ses côtés, une personne avec une caméra vidéo. Derrière eux, un policier et Monsieur Girard. Monique est restée muette. L'homme s'est arrêté devant l'appartement. Qui est Madame Chloé? C'est moi. J'ai fait un pas en avant. Qui êtes-vous? A demandé Monique. L'homme a sorti les documents et a lu à haute voix. Nous sommes mandatés par le tribunal. Par ordonnance du tribunal de grande instance, en réponse à la requête de Madame Chloé et en raison du litige de propriété actuel dans l'affaire de séparation de corps entre Madame Chloé et Monsieur Lucas, le tribunal a décidé de placer l'unité 1806 sous scellé pour maintenir son état actuel jusqu'à ce qu'il y ait un jugement définitif. Chaque mot a été comme un coup de marteau pour eux. Séparation de corps. A murmuré Lucas, pâle. Chloé, quand as-tu déposé la demande? Oui. Je l'ai déposée et j'ai demandé que la maison soit mise sous scellé aujourd'hui même. En entendant le mot scellé, Monique a perdu le contrôle. Quel scellé? C'est la maison de mon fils. De quel droit nous interdisez-vous l'entrée? Le policier s'est approché. Madame, calmez-vous. C'est une ordonnance judiciaire. Toute infraction sera sanctionnée. Pierre l'a attrapée avant qu'elle ne puisse faire une folie. Ensuite, devant tous, l'huissier a collé 2 bandes de ruban adhésif en forme de croix sur la porte et la serrure. Au centre, il a apposé un document officiel avec le sceau du tribunal. La porte et le rêve sont restés scellés pour toujours, non par une serrure, mais par le pouvoir de la loi. J'ai regardé le scellé avec un mélange de douleur et de triomphe. Je me suis tourné vers Lucas. Il était appuyé contre le mur, glissant lentement jusqu'au sol avec le regard perdu. Le drame était terminé, mais le prix n'avait pas été bas. L'air dans le couloir a semblé s'arrêter. On n'entendait que le bruit du papier et de la caméra vidéo. Monique haletait, les yeux injectés de sang tandis qu'elle regardait le sceau blanc. Pendant un instant, elle a semblé perdre la tête et s'est lancée pour l'arracher. Je n'y crois pas. Cette maison est à moi, escroc. A-t-elle crié, mais le policier l'a intercepté rapidement. Je vous préviens, madame. Briser un scellé judiciaire est un délit puni d'une peine de prison. Voulez-vous qu'on vous emmène au commissariat tout de suite? La menace de la prison l'a ramené à la réalité.
Elle a reculé en murmurant des malédictions. J'ai fait un pas en avant et je leur ai fait face. Pas la peine de faire un scandale. J'ai déposé la demande. Cette maison étant litigée, selon la loi, personne ne peut l'utiliser tant qu'il n'y a pas de décision judiciaire. Vous voulez entrer? Attendez le jugement. C'est alors que Lucas a semblé réagir. Il m'a attrapé le bras. Chloé, c'est une blague, n'est-ce pas? Pourquoi une séparation si on était heureux? J'ai repoussé sa main. Heureux? Supporter ta famille c'était être heureux? Acheter une maison et ne même pas avoir ma propre clé c'était être heureux? Lucas, réveille-toi. Le manque de respect de ta famille et ta faiblesse ont tué notre mariage. Mais maman voulait juste le meilleur pour nous, a-t-il continué d'essayer de raisonner. J'ai souri avec amertume. M'arracher les clés, réclamer une chambre pour Sandrine, m'ordonner d'acheter des meubles chers. Ce n'est pas une erreur, Lucas. C'est leur façon d'être. Et je ne veux pas vivre comme ça. Devant cela, Monique a explosé de nouveau. Ne sois pas ingrate. On t'a accueilli comme une fille et c'est comme ça que tu nous paies, en volant la propriété de mon fils? Propriété? J'ai ri aux éclats. Ça me fait rire. Les 700 000 € de cette maison sont sortis de ma poche et de celle de mes parents. Avez-vous apporté un seul centime? Qui vole qui maintenant? Ils sont restés sans voix. Sandrine est intervenue. Belle-sœur, tu es la femme de Lucas. Donc c'est un bien commun. J'ai sorti le dossier avec les documents. Commun? Voici les relevés bancaires et l'acte de donation notarié. Lucas n'a rien apporté. Vous croyez que j'allais vous laisser vous asseoir pour profiter de la vie aux dépens de mon travail? Ils se sont tus. Lucas m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Chloé, pourquoi as-tu fait ça? Tu ne me faisais pas confiance? Je te faisais confiance, ai-je dit avec tristesse. J'espérais que tu me défendrais. Mais qu'as-tu fait? Te taire. Ton silence est ce qui m'a poussé à me protéger. Quand vous vous êtes répartis les 4 clés et m'avez laissé dehors, vous avez aussi fermé la porte de mon cœur. Soudain, le chef des déménageurs a crié. Eh bien, ça fait 1 heure qu'on attend. On décharge ou pas? Attendez, a dit Monique. Attendre? La maison est sous scellé. Maintenant vous allez nous payer le double pour le dérangement. 300 €. Quoi? 300 €? Voleur! A crié Monique. Ne nous parlez pas comme ça. Si vous ne payez pas, on laisse toutes vos affaires ici même, ont menacé les déménageurs. Monique a pris peur. Lucas, paie-les. Je n'ai pas d'argent, maman. J'ai tout dépensé. Moi non plus je n'ai rien, a dit Sandrine. Ils se sont regardés entre eux et ensuite tous m'ont regardé. Chloé. A commencé à dire Lucas. J'ai levé la main. Ne me regardez pas. Celui qui commande paie. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'ascenseur. Chloé, où vas-tu? Tu vas me laisser ici? A crié Lucas désespéré. Je retourne chez mes parents. Toi, arrange le désastre qu'a créé ta mère. Adieu. Je suis entré dans l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, la dernière chose que j'ai vue fut la famille chaotique se criant dessus et Lucas, assis par terre, se tenant la tête. Une scène qu'il méritait. Je suis retourné en Auvergne. En arrivant, j'ai vu mes parents. Ils m'ont serré dans leurs bras et j'ai pleuré de toutes mes larmes. Ce n'est rien, ma fille. L'important c'est que tu sois rentrée à la maison. Une semaine plus tard, Lucas est apparu devant notre maison, trempé par la pluie. Chloé, pardonne-moi, a-t-il supplié de l'autre côté du portail. Je me suis trompé. Je vais changer. Ce sera juste toi et moi. Je ne laisserai pas maman s'en mêler. Je l'ai regardé fixement. Rentre chez toi, Lucas. C'est difficile de changer ses habitudes. Non, j'attendrai ici jusqu'à ce que tu me pardonnes. Tu fais ça seulement parce que tu as mal. Mais tu reviendras être celle d'avant. Je ne veux pas parier ma vie à nouveau. Je lui ai tourné le dos et je l'ai laissé sous la pluie froide. 2 mois plus tard a eu lieu l'audience au tribunal.
Ce fut rapide grâce aux preuves que j'avais présentées. Lucas n'a pas eu d'autre choix que de céder. J'accepte la séparation de corps, a-t-il dit devant le juge. Je reconnais que l'appartement est la propriété exclusive de Chloé. Je n'ai contribué en rien et je ne réclamerai rien. Ce fut probablement l'acte le plus responsable qu'il ait fait de tout notre mariage. Le tribunal a émis le jugement. Notre mariage a été dissous formellement et l'appartement fut officiellement à moi. En sortant du tribunal, j'ai pris une grande inspiration. Lucas s'est approché de moi. J'espère que tu seras heureuse. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Merci. Prends soin de toi. Ce fut notre dernière conversation. Cet après-midi-là, ils ont retiré les scellés de ma porte. Je l'ai ouverte. L'appartement était silencieux, inondé par la lumière dorée du soleil, sans chaos, sans bruit, sans cupidité. Juste moi et mon espace. Je suis resté sur le balcon contemplant la ville animée. J'avais perdu un mari et plusieurs années de ma jeunesse, mais j'avais appris la valeur de me débrouiller par moi-même, l'importance de la liberté et du courage. J'ai souri, un sourire sincère et radieux. Ma vie, la vraie, ne faisait que commencer.